Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue dans ce numéro qui se veut spécial parce que c'est un format un peu particulier. Eh bien, nous sommes en direct. Moi, je suis à Kinshasa. Je reçois Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Il est avocat au barreau de Lille et aussi l'un des pionniers de l'avènement de la 4e République. Maître Oscar, comment allez-vous depuis la Belgique? Je vais très bien, cher Dan, et très heureux de vous retrouver et de retrouver vos téléspectateurs qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Vraiment. Merci beaucoup, Maître Oscar. Alors, je suis accompagné de Monsieur Jean-Pierre Kayembe, promoteur et directeur général de Politicon Média. Il est avec moi également à Kinshasa. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre Kayembe. Bonjour, bonjour Sherdan. Bonjour également à notre invité, Maître Oscar Moubiaï, qui nous a beaucoup manqué. Merci Jean-Pierre. Alors, Monsieur Jean-Pierre, vous voudriez commencer avant que je ne puisse rebondir? D'abord, Maître, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Ça fait longtemps qu'on a eu de vos nouvelles. Je vais très bien et je me sens aussi très bien. Et surtout quand je vous retrouve avec Sherdan, à travers vous, que je retrouve mes compatriotes. Dan vous a présenté comme étant le pionnier, l'un des premiers qui ont lancé le débat sur l'avènement de la 4e République. Aujourd'hui, ces débats enflent, la polémique va également dans tous les sens. Moi, je souhaite aller tout droit à l'essentiel. Vous ne vous sentez pas gêné qu'on évoque un débat de la 4e République, du basculement dans la 4e République ou du changement des constitutions, pendant que nous avons des territoires et des villes entières sous contrôle d'une force ennemie? Non, au contraire, c'est le moment de soulever la question parce que au moment des crises, c'est au moment où on trouve des solutions définitives pour dire plus jamais ça. Donc, les meilleures réformes sont souvent intervenues au moment des crises, au moment de situations comme les nôtres, pour dire plus jamais ça. Si aujourd'hui le monde semble stable malgré de turbulences actuelles avec des guerres au niveau de l'Ukraine, mais si l'Europe est aujourd'hui assez très stable, c'est parce que l'on a connu dans le passé des guerres. Et ils ont dit plus jamais ça. Est-ce que ce n'est pas plutôt le moment de se concentrer sur l'essentiel, faire focus sur la guerre, récupérer les territoires conquis par l'ennemi, ensuite relancer le débat? Mais l'essentiel, c'est le changement de la Constitution. Et le changement de la Constitution, si vous m'interrogez sur le moment, c'est maintenant. Comme on dit, le changement, c'est maintenant. Maintenant, la Constitution, tout dépend de comment vous la comprenez. Si vous la comprenez de la manière politicienne, à ce moment-là, on dirait que ce serait indécent. Mais si on comprend la Constitution comme étant le cadre qui fixe le fonctionnement d'un État, et comme on l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre, et donc un État qui n'est pas préparé, qui n'est pas organisé, ne pourra pas faire face à la guerre. Donc la Constitution, dans son changement, n'est autre que l'organisation de l'État. Et donc, pour mieux faire la guerre, il faut organiser l'État. Et pour organiser l'État, il faut changer la Constitution. Un État non organisé comme la troisième... Vous voulez dire que si on ne change pas des constitutions, on ne peut pas gagner la guerre. C'est ce que vous essayez de nous dire. Non, je suis en train de vous dire, si on ne s'organise pas, on ne gagne pas la guerre. Et on ne peut pas s'organiser quand on n'est pas dans un cadre. Et les cadres... Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de ne pas gagner la guerre? Ça va faire 2 ans que des pans entiers de notre territoire sont sous contrôle de la rébellion AFCM 23. Qu'est-ce qui nous empêche? Quelle disposition légale nous empêche aujourd'hui? Très bien, une très belle question. Mais vous avez tendance de me dire qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Vous semblez me confondre à l'homme du pouvoir.
Alors, oui, vous semblez vous constituer en opposition. Non, je pose des questions. Moi, je ne suis pas politicien. Il n'est secret pour personne que vous défendez le pouvoir parce que vos points de vue vont généralement dans le sens de ceux défendus par le pouvoir. Vous devez accepter de vous assumer. Ici, moi, je vous pose des questions. Ben, écoutez, moi, je me suis toujours assumé. Vous m'avez indiqué d'être l'un des pionniers et je ne fais pas ce qui nous caractérise, nous autres Congolais, comme virus, de commencer à vouloir toujours se dire être les premiers, être les plus forts. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Toujours est-il que je suis l'un des pionniers, comme vous me le dites. Et quand nous nous disions que la Constitution était mauvaise, certains disaient qu'elle était la meilleure. Et donc, pour maintenant, tout à l'heure, en off, vous me disiez, mais Maître Oscar, vous êtes trop à Bruxelles maintenant, êtes-vous maintenant exilé et frustré? Je ne suis ni frustré ni exilé. Donc, on dit que vous avez fait beaucoup de bruit dans les médias. Vous n'avez toujours pas, vous n'êtes pas toujours récompensé. Ce qui commence à vous gêner un peu. Non. Moi, j'ai fait un débat de citoyens et vous m'avez présenté comme étant le président de l'État de droit en marche. Mais je vous ai indiqué que quand il y a eu ces mouvements rebelles de Sauvons le Congo, moi, j'ai créé tout de suite Défendons le Congo pour rendre inaudible les mouvements Sauvons le Congo. Et je crois qu'aujourd'hui, il est totalement inaudible. Quand on parle maintenant de C64, moi, je parle de C63. Donc, vous comprenez que je ne m'inscris pas dans un chemin de chercher le pouvoir pour le pouvoir. Soyez rassurés que je suis très bien dans ma robe d'avocat en France, même si, un certain temps, je me suis décidé de la mettre un peu de côté pour m'engager aux activités de mon pays. Je ne suis pas... quand je suis au Congo, on me dit qu'on m'a refoulé. Quand je suis en Europe, on me dit que je suis exilé. Soyez rassurés que je ne serai jamais frustré. Et quand on défend la bonne cause, il n'y a pas d'intérêt à attendre. Et quand on ne s'attend à rien comme intérêt en dehors de l'intérêt supérieur de la nation, on ne sera jamais frustré. Maintenant, il arrive qu'il y a des comportements que nous fustigeons. Mais écoutez, je ne vais pas ici sortir de ma réserve en tant que citoyen. Je dois faire la différence entre les secrets professionnels et aussi les droits de réserve que doit avoir tout citoyen pour ne pas dire des choses qui vont faire croire qu'on serait frustré, qu'on serait devenu opposant. C'est à quoi M. Jean-Pierre Kayembe peut, avec beaucoup de monde, s'attendre que Maître Oscar devienne frustré. Maître Oscar ne sera jamais frustré. Alors, ça on comprend, Maître, mais pour revenir à notre sujet, vous n'avez pas toujours... Je voudrais... la parole, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kayembe. Alors, Maître Oscar, ma question porte sur le coup d'État constitutionnel. J'ai suivi M. Jean-Claude Katende et M. Timothée Mbouya qui ont mis en place un mouvement pour la défense de la Constitution. Ils disent que la rébellion armée telle qu'elle se déroule dans l'Est de l'RDC, qui menace les institutions, elle est comparable à ce que la majorité au pouvoir veut faire, c'est-à-dire le renversement du régime constitutionnel. C'est du pareil au même. Quel est votre avis par rapport à cette déclaration? Bon, écoutez, je crois que ce qui serait indécent, comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure, c'est de voir certaines personnes de société civile comme nos amis de l'opposition, mais qui s'apparentent beaucoup plus parce qu'on a du mal à trouver aujourd'hui l'opposition. Et on trouve beaucoup plus des rebelles que des opposants. Et donc, ces rebelles, je vous ai toujours dit qu'il faut avoir comme catégorie de rebelles, c'est vous en avez en costume cravate, et vous en avez en uniforme militaire, et vous en avez en soutane.
et tous se caractérisent par un seul discours, de dire que, d'abord, un, il ne condamne jamais l'agression, et deux, il s'appuie sur l'article 10, l'article 64. Alors, pour répondre à votre question, et comme Jean-Pierre le disait, ce qui serait indécent, c'est de mettre un régime légalement institué par le peuple congolais au travers des élections et le mettre sur le même pied d'égalité que les mouvements rebelles. Alors que ce qu'il y a à condamner et qui serait indécent, c'est de dire que la même constitution que l'on soutient, elle est déjà violée par le fait que certains aient pris les armes et que les autres ne condamnent pas cela. Alors, si on aime protéger la constitution, commençons par condamner ceux qui ont pris les armes pour renverser le pouvoir en place, et que cela s'appelle effectivement la rupture de notre pacte social. Et donc, quand vous me demandez si aujourd'hui il est indécent ou pas de parler du changement de la constitution, mais où est encore cette constitution à partir du moment qu'il y a une rupture de notre vivre ensemble par la prise des armes que nous condamnons. Mais justement, Maître Oscar, C64 annonce que faire un référendum dans ce contexte où le Congo, une partie du Congo est occupée, ça serait favoriser la balkanisation, un peu comme le disait M. Jean-Pierre Kaimbe. Ben, vous prenez les référendums. Alors, notre constitution parle de référendum à deux endroits différents ou dans deux articles. Vous avez l'article 5 et l'article 218. Les deux articles ne sont pas à confondre. L'article 5 parle du référendum comme le mode d'exercice du pouvoir par le peuple. Et c'est quoi les référendums? C'est une consultation directe du peuple qui doit s'exprimer et que c'est un mode d'exercice du pouvoir, comme le dit l'article 5. La différence avec l'article 218, c'est que quand il s'agit du référendum de l'article 5, vous verrez qu'il n'y a pas de limitation de matière, il n'y a pas de limitation du moment. Par contre, quand vous parlez du référendum prévu à l'article 218, vous verrez qu'il y a limitation de matière et il y a limitation du moment. Donc, le changement des constitutions repose sur l'article 5 et non pas sur l'article 218, qui est celui qui vise la révision de la Constitution. Et nous ne parlons pas la même chose. Moi, quand ce débat a commencé, je le recadrais très rapidement en disant que nous prenons la 4e République et pour passer d'une République à une autre, il faut nécessairement le changement de la Constitution. Maintenant, quand vous allez me demander quelles sont les raisons qui militent, j'en ai déjà indiqué certaines, mais je pourrais y revenir pour démontrer pourquoi nous voulons le changement de la Constitution. Alors, donc, nous ne posons pas les mêmes problèmes ou nous ne sommes pas dans la même problématique. Quand vous parlez de l'article 64, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Vous verrez que cette lecture, à mon avis d'ailleurs, cet article, voulais-je dire, à mon avis d'ailleurs subversif, cet article-là est mal d'abord conçu, comme tous les articles de la Constitution sont mal conçus du premier au dernier. Peut-être que nous n'avons pas le temps. Si on a le temps, je vais vous démontrer que du premier au dernier article, nous avons une Constitution que l'on appelle une malfaçon. Donc, c'est comme un immeuble, vous avez conçu, mais la fondation a des fissures. Alors, donc, quand vous prenez l'article 64, on vous dit deux conditions qu'il faut remplir pour aller vite. Il faut d'abord qu'on puisse s'opposer à un pouvoir qui est exercé ou qui est pris par la force d'abord. La question, est-ce que le pouvoir est-il pris par la force? La réponse est non, c'est par le mode électoral. Autre condition, il faut qu'il y ait l'exercice en violation de la Constitution. Bon, maintenant, alors, il faut que vous distinguiez deux types de violation de la Constitution. D'abord, quand l'article 64 parle de la violation de la Constitution, précise que violation de la Constitution simple et n'érige pas ça comme l'article 165 qui exige une violation caractérisée ou alors intentionnelle. Bon,
Alors, sur une violation simple de l'article 64, vous verrez que cette violation, les peuples n'est pas les juges de la violation de la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle qui est le juge de la violation de la Constitution. Donc, quand on est dans le cadre d'un pouvoir établi légalement, si l'on estime qu'il y a violation de la Constitution, il y a une voie légale pour contester cette violation de la Constitution, c'est ce que l'on appelle l'article 64 dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. On s'arrête là. Constitutionnelle. S'il vous plaît, Dan, qui prend le pouvoir par tout la Congolais. Force. Non, non. Le problème, ce n'est pas de tout Congolais. On peut être un seul Congolais ou beaucoup de Congolais. Ce n'est pas ça la condition. La condition est que contre un pouvoir pris par la force. Est-ce que le pouvoir actuel est un pouvoir pris par la force? On dit que cette condition-là n'est pas réunie. Deuxième condition est de la Constitution. Deuxième condition est l'exercice du pouvoir en violation de la Constitution. C'est là que je vais dire qu'il faut vraiment avoir une interprétation holistique de la Constitution qui ne doit pas être lue comme l'on lirait un verset qui est sorti de son contexte. Pour comprendre cet article-là 64, il faut comparer, c'est pour ça qu'il faut faire une lecture combinée des articles. Il faut vous reporter à l'article 165 où vous allez remarquer que la Constitution a voulu bien faire la différence entre une violation intentionnelle, à l'article 165, on dit toute violation intentionnelle parce qu'il ne faut pas qu'on ait peur de mots. C'est de Tshisekedi qu'il s'agit ici, donc du président de la République. Vous verrez que quand on érige l'infraction de l'article 165, on parle de la violation intentionnelle. Et quand on parle de la violation de la Constitution à l'article 64, là, on ne parle pas d'une violation intentionnelle, on parle d'une violation simple. L'idée est que on a voulu refuser la dictature. Et refuser la dictature, c'est quoi? C'est quand on veut arriver au pouvoir, on l'exerce en monarque en violation de dispositions qui sont prévues à l'article 220. Ça choque toute conscience. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si tu sais qu'elle dit « je veux maintenant devenir empereur », comme Bokassa l'a fait. Si tu sais qu'elle dit que je veux maintenant que nous devenions une monarchie, à ce moment-là, ça bouleverse toute conscience de tout Congolais. Pas cela est inadmissible. C'est ça l'idée de cet article 64. Ce n'est pas une violation simple que le peuple doit juger. Ça, c'est le propre de la Cour constitutionnelle. Donc, ici, voyez-vous, quand on parle de l'article 64, c'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai fini par là. Moi qui suis C63, s'il y a un devoir aujourd'hui de tout citoyen, c'est de pouvoir appliquer l'article 63 qui exige et impose comme devoir à tout citoyen congolais de pouvoir s'élever comme un seul homme et se mettre derrière son chef pour dire non à l'agression. Pendant l'agression, on ne parle pas des autres articles. On dit mettons-nous debout, défendons la nation. Quand vous allez à l'Ukraine aujourd'hui, vous ne voyez pas des gens qui sont en train de faire une discussion sur l'interprétation constitutionnelle. Donc, le devoir qui est le nôtre aujourd'hui, il est unique et simple. Ce n'est pas le devoir de l'article 64, mais c'est le devoir de l'article 63. Et l'article 64 ne s'applique, comme je le disais, que si il y a prise de pouvoir par la force, ce qui n'est pas le cas, ou s'il y a l'exercice en violation de la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Mais en revanche, l'article 63... Maître Moubiaï. J'en ai fini d'une seconde. En revanche, c'est l'article 63 qui s'applique aujourd'hui, qui fait le devoir à tout citoyen, quel que soit son bord politique, de pouvoir dire non à l'agression. C'est ça le C63. Vous nous amenez dans vos théorèmes
on aime bien. Quelle serait l'urgence aujourd'hui, Maître Oscar, pour le pays de passer d'une république à une autre, d'une constitution à une autre? Et en cas de référendum, comme vous le dites, quel sera le sort des territoires qui sont sous contrôle de la rébellion? Parce qu'il est matériellement impossible, dans ce contexte, d'organiser une élection dans ces zones. Est-ce que, n'est-ce pas, comme Dan le disait, consacrer la balkanisation du pays? Deux réponses trop rapides. Et d'ailleurs, c'est essentiellement cette raison pour laquelle moi, je lutte pour le changement de la Constitution. Pourquoi devons-nous changer la Constitution? Et la réponse est simple. C'est effectivement pour sortir de l'ordre de l'AFDEL qui nous a été amené depuis la guerre de l'AFDEL, par là que notre malheur a commencé. Notre malheur commence avec un mouvement subversif qu'on a fait passer comme un mouvement révolutionnaire. Avec l'arrivée de l'AFDEL, c'est tout notre malheur. Nous, on ne connaissait pas de viol, on ne connaissait pas de tueries, on ne connaissait pas de poison. Toutes ces histoires-là, emportées d'ailleurs, sont arrivées avec l'AFDEL. Et cet ordre de l'AFDEL, c'est la continuité jusqu'à aujourd'hui. S'il faut sortir d'un ordre politique pour aller vers notre ordre, il faut nécessairement changer la Constitution. Donc, nous devons sortir de la continuité de l'AFDEL pour entrer dans la 4e République où nous redevenons nous-mêmes et souverains. Et donc, la Constitution en place, comme on l'appelle, Constitution des belligérants, on a eu des gens qui ne sont pas les nôtres, qui sont des chauves-souris et qui aujourd'hui ont retrouvé le chemin de chez eux. Vous avez des gens que nous avons connus comme des ministres des Affaires étrangères, des chefs d'état-major, qui occupaient les postes régaliens de notre pays. Maître Oscar, sans vous arrêter. Alors, on dit, j'en ai fini dans une seconde. Dans ma langue, Chiluba, on dit, quand il y aura la pluie, chacun connaîtra chez lui. Aujourd'hui, ces gens-là que nous avons vus ont pris le chemin de chez eux. Ils doivent y partir définitivement. Et ceux qui restent encore infiltrés dans notre régime doivent être reconduits chez eux quand ils sont infiltrés. Donc, je pense que pour sortir de l'ordre afdélien, il faut entrer dans les nouveaux ordres. Et c'est là, ça s'appelle la 4e République. Toujours dans les mêmes ordres d'idées, Maître Oscar, sans pour autant frustrer Monsieur Jean-Pierre, une petite question. Alors, l'article 219, C64 a évoqué notamment l'article 219 de la Constitution pour dire que pendant l'état de guerre, si je peux lire, 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim, ainsi de suite. Là, je continue. Alors, Maître Oscar, à quel moment doit-on toucher à la Constitution? À ce moment où nous sommes agressés par le Rwanda, où il faut d'abord que l'agression prenne fin, ou on peut le faire à tout moment? À quel moment exactement on peut faire, on peut toucher à la Constitution sans pour autant énerver l'article 219? Non, M. Dan, je me répète, c'est la confusion qui est délibérément entretenue dans la société congolaise, souvent due à une méconnaissance manifeste du droit constitutionnel. Vous savez, le droit constitutionnel, ce n'est pas un droit aussi spécial qu'on nous le présente. C'est un droit aussi simple et clair. La preuve, il est organisé dès la première année de graduat, ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on a changé ce qu'on appelle aujourd'hui L1. Bon, ça veut dire que c'est pour les débutants, les fameux droits constitutionnels dont on parle au Congo. Mais les droits constitutionnels dont moi je parle, ce n'est pas la lecture des papiers que vous avez, que vous appelez constitution. Ça veut dire que c'est une combinaison de beaucoup de choses. Ici, moi je ne parle pas, quand vous parlez de la révision constitutionnelle, ça voudrait dire qu'il y a des limites. Ces limites-là sont posées à l'article 219, 220, 218.
Ça sont des limites. Pourquoi des limites? Parce que quand vous parlez des pouvoirs de révision, vous êtes dans le cadre du pouvoir que l'on appelle pouvoir dérivé. Comme ça s'appelle pouvoir dérivé, pourquoi? Il est un pouvoir qui dérive du pouvoir constituant, donc du constituant, du peuple. Le peuple dit, je vous délègue cette constitution, mais à condition de ne pas faire ceci, cela. Comme votre père vous dit, je vous délègue mon héritage, mais voilà la limite. Ça, c'est le pouvoir dit dérivé. C'est pour ça qu'il y a des limites. Mais le changement de la constitution relève du pouvoir dit constituant, du peuple. Et le peuple n'a pas de limites. Et pour bien comprendre ça, il faut comprendre la définition du peuple par Abbé Sieyès, le pionnier de la Révolution française, sur le peuple. Il dit, qui sommes-nous? Jusque-là, rien. Mais ça veut dire, nous, peuple, aujourd'hui, on ne mange peut-être pas, vous allez me dire, mais on est tout à travers notre pouvoir de décider de notre avenir à tout moment et sans condition. C'est pour ça que l'article 5, d'abord, ne définit aucun moment, encore moins ne définit aucune matière, parce que cela relève du pouvoir souverain du peuple et personne ne peut limiter le peuple. Et je vais finir en vous disant, dans la déclaration des droits de la Constitution de 1793 de la France, voilà ce que l'on dit. L'article 28 dit « Aucune génération ne peut assujettir une autre à ses lois. » Donc, on ne peut pas interdire à un peuple de ne pas changer la Constitution. C'est un pouvoir souverain. Voilà pourquoi, à l'article 7, il n'y a ni limitation, ni moment, ni temporel, ni matériel. Voilà un peu pour faire bref. Donc, le peuple est souverain et il a tout. Et son droit, personne ne peut les limiter. Et je vais rapidement vous répondre. Mais ailleurs, vous monopolisez la parole, maître. Vous donnez l'exemple français. Chaque fois qu'on a retouché la constitution de la Ve République là-bas, c'était pour renforcer les droits fondamentaux, les libertés, ainsi de suite. Mais ici, l'impression que ça donne, c'est que vous souhaitez basculer d'une république à une autre pour renforcer plutôt le pouvoir d'un individu, le pouvoir d'un homme, tailler une constitution sur mesure, sur la mesure de M. Tshisekedi. Et l'enjeu, selon certains observateurs, c'est que l'enjeu ici, c'est le fruit interdit, le troisième mandat que vous cherchez par tous les moyens à donner à M. Tshisekedi. Bon, M. Jean-Pierre, votre question invite comme réponse très brève, à deux niveaux. Au premier niveau, c'est justement votre réponse donne la réponse à pourquoi on doit changer la Constitution. Prenez l'article 72, si Dan peut nous le lire, sur les critères pour un candidat aux élections présidentielles. Est-ce que Dan peut nous lire l'article 72? Article 72 de la Constitution. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Premièrement, posséder la nationalité congolaise d'origine. Deuxièmement, être âgé de au moins 30 ans. On s'arrête là. Cette constitution est de 2006. Quand cette constitution est de 2006, Kabila a exactement 30 ans. Pourquoi on n'a pas dit 40 ans? L'âge qu'on commence à dire qu'en Afrique, c'est l'âge de sagesse. Pourquoi on a choisi que 30 ans? C'est parce que cette constitution est taillée sur mesure de Kabila. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi peut entrer dans le costume de Kabila? Et donc, si nous voulons changer cette constitution... C'est pour ça que vous souhaitez une autre qui lui convienne, quoi, c'est ça? Non, nous voulons maintenant une constitution qui nous met en place un costume dans lequel tout le monde peut entrer, petit, grand, voilà. Maintenant, là, la constitution que nous avons, c'est une constitution taillée sur mesure de Kabila. Donc, je vous pose la question, pourquoi on a choisi 30 ans qui coïncide nécessairement à l'âge qu'avait Kabila en ce moment? Donc, vous comprenez que s'il y a
Pourquoi nous devons changer la Constitution? C'est parce que c'est une Constitution qui était au-delà des débats, Constitution des belligérants, ainsi de suite, que je partage. Vous comprendrez que c'est une Constitution qui a été taillée sur mesure de M. Kabila et nous devons enlever ces costumes de Kabila pour mettre en place un costume dans lequel, grand, petit, pygmée ou pas, on entre quand on a été élu par le peuple. Ça veut dire que chaque régime aura sa constitution, c'est ça, Maître Mudiaye? Alors, pour la deuxième partie de votre question, Tshisekedi ne pourra pas faire le troisième mandat. Le changement de la Constitution n'entraîne pas le troisième mandat. Tshisekedi ne viole pas la Constitution parce que Tshisekedi ne dit pas qu'il fera le troisième mandat, parce que la Constitution actuelle l'interdit. Même par contre, quand on change la Constitution, on entre dans la 4e République. Et au moment de la 4e République, chacun, par rapport au fait qu'on s'est débarrassé du costume de Kabila, chacun pourra prétendre entrer dans le costume. Donc, on répartira sur de nouvelles conditions, de nouveaux critères, en tout cas pas 30 ans. Vous savez, les chiffres, c'est très important. Nous sommes apparemment très croyants. Et dans la Bible, il y a des chiffres. Chiffre 3, chiffre 7. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas m'expliquer pourquoi chiffre 30, si ce n'est que la réponse pour tout le monde, ça correspond à l'âge de Kabila. Donc vous confirmez ce que je dis, que l'enjeu, c'est donner un nouveau mandat à M. Tshisekedi, c'est ça? Non, ça ne sera pas un nouveau mandat. L'enjeu, c'est de sortir du costume de Kabila. Et lui-même l'a dit. Lui a dit que si le peuple le veut, il fera un troisième mandat. Mais qui peut être contre la volonté du peuple à partir du moment où on dit, en latin, on dit Ox Populi, Ox, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui peut être contre la voix de Dieu? Et quand je parle même de la voix de Dieu, moi j'ai mis une constitution où je mets en place, parce qu'une constitution, ce n'est pas dans le vide qu'on met des articles. Quand on vous donne les articles, ces articles-là tirent leur fondement dans une explication spirituelle, dans l'anthropologie d'un peuple. Et quand vous prenez nos écritures, vous savez que tous nous avons appelé le père de Tshisekedi Moïse pour nous sortir de l'esclavagisme dans lequel nous sommes aujourd'hui et pour lequel nous luttons depuis la quête de notre liberté, depuis la décolonisation. C'est pour ça que Tshisekedi, père, quand il combattait pour nous sortir de la dictature, on l'a appelé Moïse, mais il n'a pas réussi à nous amener dans la terre promise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Écritures s'accomplissent. Son fils, Josué Tshisekedi, va nous amener dans la 4e République et nous nous serons débarrassés des costumes de Kabila, de l'AFDEL et consorts. Voilà comment les Écritures s'accomplissent. Voilà comment, Maître Oscar, j'ai fait la lecture des changements de la Constitution. Maître Oscar, Augustin Kabouya, pour ne pas le citer, a annoncé que la volonté de l'UDPS, c'est de rétablir la Constitution de 1992. Or, sachant que celle-ci, notamment, prônait le fédéralisme, est-ce que vous êtes aussi du même avis qu'on puisse revenir à la Constitution de 1992, où il faudra carrément une autre Constitution? Bon, je vous disais tout à l'heure, d'abord, quand vous me dites Augustin Kabouya dit, là, c'est une volonté politique, c'est son droit le plus légitime. Et moi, je ne suis pas là pour répondre à des questions mécaniques, techniques. Ça, c'est trop simple. Moi, je suis là pour vous dire pourquoi nous devons changer l'ordre politique et chasser l'ordre ancien de l'AFDEL. Une fois qu'on a compris ça, vous comprenez que vous parlez de la volonté de l'UDPS. Alors, très bien. Je crois que vous aviez répondu à la question posée sur la Constitution de 92. Oui, sur la question de 92, j'étais en train de vous dire, quand moi je parle de la Constitution, même si nous disons nous entrons dans la 4e République, rien n'exclut, dans ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité, de pouvoir nous référer même à la 3e, même à la Constitution de la 3e République, si nous trouvons qu'il y a des dispositions utiles, même à la Constitution de 92, même si elle n'a pas été appliquée, voire même à la loi fondamentale. Je vous donne l'exemple, après vous allez me dire que vous voulez donner trop d'exemples de la France, alors que votre constitution, c'est une copie conforme
de la Constitution française et un mélange avec une partie de la Constitution belge, et que je suis en train de dire que quand certains ont dit que ce n'était pas la petite sœur de la Constitution française, cela était totalement faux. Alors, vous allez voir prendre la Constitution de la France, par exemple, qui fait de préambule de la Constitution de 1946 un bloc en considérant que ça fait partie de la Constitution. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de la Constitution, vous voyez les livres que vous avez entre les mains de 2006, mais rien n'explique que la Constitution de la 4e République puisse prendre certaines dispositions qui sont bonnes de la 3e République et en disant que ça fait partie de ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et quand on dit changer la Constitution, on ne change pas parce qu'on ne va pas tout jeter. Non, changer la Constitution, ce n'est pas un problème d'article. Changer la Constitution, c'est changer l'esprit, changer l'ordre et surtout changer ce qu'on appelle les dispositions tangibles de l'article 220. Nous devons nous interroger aujourd'hui sur la question, par exemple, du pluralisme politique. Quand vous prenez l'article 220, on vous dit que le pluralisme politique ne peut faire l'objet d'aucune révision. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas réviser le pluralisme politique. Mais par contre, on peut changer et s'il faut qu'on puisse s'interroger sur le pluralisme politique aujourd'hui, eh bien, nous sommes obligés de changer la Constitution. Et la question que je pose, quand on a combattu Mobutu, c'est parce qu'il avait un parti unique que l'on a combattu. Tshisekedi, le père de notre démocratie que j'évoquais tout à l'heure, lui disait qu'il fallait, quand ils avaient conçu la Constitution sur Mobutu, il fallait au moins 2 partis politiques. Et donc, avec la conférence nationale, on parlait d'un multipartisme limité à 3 ou je ne sais pas combien. Donc, et après, on est allé dans le vent de la perestroïka, dans le vent de la liberté. On a dit, allons-y au multipartisme intégral. Question, est-ce qu'aujourd'hui, l'unique usine qui fabrique et qui fonctionne mieux, qui est la machine ou le laboratoire politique qui fabrique des partis politiques en mallette, est-ce que le multipartisme tel que nous avons aujourd'hui, 1000 partis politiques, uniquement pour commencer à penser que ce n'est que dans la politique où on s'enrichit, est-ce que le multipartisme-là nous convient à Jean-Pierre Kayembe? Est-ce qu'il est normal qu'on crée un parti politique pour s'enrichir? La réponse est non. Donc, il y a lieu de penser à un multipartisme politique, pas intégral, mais rationnel et maîtrisé. Et là, est-ce que par hasard, Maître Mudiaï est tenté par l'esprit de ceux qui ont rédigé la Constitution de 67, qui ont consacré la dictature? Voulez-vous nous ramener à cette triste page de notre histoire que des générations entières ont combattu? Vous savez, cher Jean-Pierre, il est trop facile pour ceux qui ne savent pas lire les Saintes Écritures ni l'histoire de retenir que le négatif. Mais quand on est le grand esprit, vous savez, Victor Hugo est connu aujourd'hui partout au monde et par rapport à la liberté, l'esprit des Lumières. Est-ce que savez-vous qu'il avait soutenu l'esclavagisme? Mais aujourd'hui, on retient que c'est la lumière. Quand vous êtes ici en France, où je suis, ou en Belgique, où vous parlez des lumières, et on ne peut pas parler de lumière sans Victor Hugo. Pourtant, il avait soutenu l'esclavagisme. Donc, vous ne pouvez pas parler de la démocratie sans parler de Tshisekedi. Et donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire par rapport à la dictature. Tshisekedi est le seul pionnier. Et il fait partie, lui comme Liaou, il fait partie de ceux qui ont rédigé la Constitution de 68 qui consacre la dictature et le parti unique, ainsi de suite. Vous savez, j'ai vu le professeur Mampouya qui évoquait le fait qu'il soit auteur et rédacteur de la Constitution de 2006. Je vais tout simplement dire que ce n'est pas parce qu'on est auteur d'une Constitution qu'on en devient le meilleur interprète. Une Constitution, c'est comme l'enfant, quand il est né, tout le monde s'approprie et doit donner une bonne interprétation. Mais je voulais simplement dire, c'est parce que vous dites que Tshisekedi a été rédacteur de la Constitution de 67
que nous nous sommes déjà entendus comme ça avec Mobutu. Qui mieux que Tshisekedi? Et malheureusement, que vous évoquez déjà aujourd'hui, peuvent vous dire ce qu'il est soldé avec Mobutu. Toute sa vie, il vous a dit, Mobutu a fait ce dont nous étions jamais convenus. Et il a mené sa vie en combattant la dictature. Ça serait l'insulte et indécent, comme vous aviez introduit votre propos, pour penser, même en rêve, que vous puissiez associer Tshisekedi à la dictature. Je parle de Tshisekedi. Voilà. Si nous avons la démocratie, si jamais je vous parler aujourd'hui, vous le devez à Tshisekedi. Si vous dites derrière, oui, mais dans chaque équipe, il y a un capitaine. Alors, si vous ne voulez pas le terme père de la démocratie, admettez que parmi les 13 parlementaires, les capitaines de cette équipe qui nous a amené la démocratie, c'est M. Tshisekedi. Et comme, malheureusement, nous avons la liberté et que cette génération, comme France Fanon le dit, chaque génération a une mission d'accomplir ou de trahir, comme la génération de l'IDPS des pères n'a pas pu nous conduire jusqu'à ce que l'on appelle alternance ou démocratie, il est temps que les générations actuelles de leurs enfants, parce que M. Félix Tshisekedi est enfant des pères de démocratie, qu'il achève l'œuvre de ses pères biologiques et spirituels. C'est pour ça que je l'appelle Josué, et c'est pour ça que j'estime qu'il est le mieux indiqué, placé pour nous conduire au changement de la pension. Parce que pour porter cette réforme-là, il faut avoir le poids. Parce qu'il n'y aurait pas eu la 5e République sans De Gaulle, il n'y aura pas la 4e République sans Tshisekedi. Et quand vous me dites que Tshisekedi va avoir le pouvoir personnel, la constitution que nous avons imitée de la 5e République, retenez que ça a été conçu pour donner beaucoup plus de pouvoir au président de la République, parce que vous savez que toute l'Europe est monarchique, sauf la France. Et donc, comme nous ne devons pas avoir un régime parlementaire où le président règne mais ne gouverne pas, nous avons une culture africaine où le roi règne et gouverne, et non pas qu'il règne sans gouverner. Et donc, pour répondre à notre anthropologie, c'est pour cela que la France avait coupé la tête à son roi et avait voulu que le président soit celui qui règne et qui gouverne. Or, là, vous nous mettez une constitution en place où on dit que le gouvernement conduit et défini, bien qu'on a dit en concertation avec le président. Et alors, vous ne nous répondez pas à la question de savoir s'ils ne sont pas en accord et tirer les leçons du passé. S'ils ne sont pas en accord, comme avec Ilo Kamba, sur la politique du pays, nous sommes en crise. Alors, donc, cette disposition-là n'est pas bonne. Voilà. Et puis, en même temps, vous dites que le président doit être en concertation. C'est le gouvernement qui conduit la politique. Mais finalement, quand rien ne va, comme tu venais de dire tout à l'heure, en off, quand il n'y a pas d'électricité, tu dis, Tshisekedi aussi. Donc, si vous voulez que tout soit ramené à Tshisekedi, sortons du régime parlementaire. Mais en ce moment, un instant maintenant, c'est important. C'est présidentialisme outré. Étienne Tshisekedi et les autres l'ont donné à Mobutu et on en connaît les dérives. Aujourd'hui, laissez-moi terminer ma question. On est au téléphone, du coup, ça ne favorise pas l'interaction. Mais ma question, c'est que, en dehors, le président, il nomme les mandataires. En dehors au-delà de quelques exceptions, il nomme tout le monde, sauf à la limite les gouverneurs qui sont élus. Pourquoi les choses ne marchent pas mieux? Et qu'est-ce qui vous fait croire que la population qui a dit non aux kabylistes pour un troisième mandat illégal, inconstitutionnel, est prête à l'accorder à Félix Tshisekedi aujourd'hui? Deux questions. Je vous ai déjà répondu à la dernière question. Tshisekedi ne demande pas le troisième mandat. Kabila a demandé le troisième mandat. Tshisekedi ne demande pas le troisième mandat. Bon, déjà, je vous dis que Kabila avait déjà révisé la Constitution en violation de la Constitution pour qu'il obtienne le deuxième mandat en réduisant
le 2 tours à un seul tour. Mais là n'est pas la question qu'il pouvait le faire. Mais la vraie question, c'est que l'article 220 de la Constitution que vous défendez dit qu'aucune révision ne peut porter atteinte à l'indépendance de la justice. En l'ayant fait, on a pas de temps, Kabila avait porté atteinte à l'indépendance de la justice. Donc, il avait bien voulu. Mais pour revenir à votre question, je suis en train de vous dire que vous parlez de présidentialisme outré. C'est ça l'erreur. Comme nous étions sous la guerre froide, on nous a fait croire que l'Afrique, le régime présidentiel, c'était la dictature. Or, je veux juste te dire que si Mobutu vivait, je crois qu'aujourd'hui, il sera réuni. OK? Donc, et puis, allô? Ah, je vous écoute. Me posez la question des gouverneurs. Dans quelle forme d'État sommes-nous quand vous dites que vous êtes en décentralisation? La décentralisation veut qu'un gouverneur soit élu et non nommé. Et donc, alors, or, aujourd'hui, pourquoi on a voulu la décentralisation? Pour que les pouvoirs locaux soient indépendants du pouvoir central. C'est pour ça qu'il y a élection. Mais vous admettez dans la même constitution que le président de la République peut révoquer un gouverneur. À ce moment-là, sortons de ce système. Comme il peut révoquer, qu'il puisse nommer. Comment vous allez révoquer celui qui a été élu par un peuple? Ça, c'est grave. Ça, c'est une dictature de Kabila, ça. Moi, j'ai élu un gouverneur du Kasaï. Et toi, tu arrives au pouvoir parce que tu es Kabila. Tu dois aller contre la volonté du peuple kassaïen pour révoquer un gouverneur qu'ils ont élu. Nous sommes dans quelle forme d'État? C'est un monstre qui ne dit pas son visage. Vous comprenez un peu la contradiction. Alors, maintenant, vous me parlez de forme de l'État fédéral. Ben, écoutez, d'abord, notre article 1er de la Constitution ne nous dit pas si nous sommes dans la forme unitaire, parce qu'il n'y a que deux formes, en tout cas scientifiquement, il n'y a que soit la forme unitaire, soit la forme fédérale. Quand vous prenez l'article de notre Constitution, on dit État uni. Après, les gens vont faire leur charlatanisme en vous disant que c'était tiré de l'histoire de notre pays. Non, il n'y a jamais un État qui s'appelle uni. Ça n'a jamais été un compromis. Ça, c'est un mensonge. Nous pouvons le démontrer. Et donc, alors, nous sommes dans quelle forme de l'État? Uni ou fédéral? Alors, mais si vous parlez de la forme de l'État fédéral, mais les gens de l'opposition, là, les rebelles, j'ai suivi M. Louis Michel répéter Katumbi 1000 fois. Il dit qu'il souhaitait la forme fédérale. S'il devait souhaiter la forme fédérale, l'opposition souhaite la forme fédérale, les rebelles souhaitent la forme fédérale. C'est un motif de changement de la Constitution. Oui, Maître Oscar, on va revenir un peu sur l'accord de Washington. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. L'accord de Washington. C'est vrai, là, vous parlez des formes de l'État. On est à la fin, mais une question importante aussi. L'accord de Washington, selon les partisans du pouvoir, l'accord de Washington impose le changement de la Constitution, notamment pour mettre en place un guichet unique, au lieu d'avoir des guichets totalement différents au niveau de chaque province, de perception des taxes et impôts. Ça, c'est l'article 12 de l'accord de Washington, selon l'interprétation du pasteur Godin Mpoyi notamment, qui est un partisan qui soutient le changement de la Constitution. Ma question est celle-ci. Est-ce que un accord entre États peut-elle imposer le changement d'une république dans un État souverain? C'est ça ma question, Maître Oscar. Oui, votre question est très pertinente, très utile, parce que déjà, moi je vous ai dit que je ne suis pas un politicien. Si maintenant vous avez des membres des partis politiques qui font une lecture biaisée de la Constitution ou qui affirment des choses qui ne sont pas scientifiques, à ce moment-là, moi je ne les partage pas. D'abord, je ne partage pas l'erreur. Je ne sais pas pourquoi notre pays, on ne recourt pas à l'expertise. Donc, quant aux accords de Washington, nulle part ces accords ne doivent être soumis à ratification par le Parlement. Ça, c'est une erreur. Si la Constitution rwandaise le dit, la nôtre ne dit pas ça. Quand vous prenez l'article 213, on distingue bien les traités qui sont négociés par le président de la République, qui sont soumis à ratification, et les accords qui sont négociés par les gouvernements qui ne sont pas soumis à ratification.
Donc, les accords de Washington sont des accords qui n'ont pas été pilotés, négociés, même si ça répond à la politique du président de la République qui en fixe les caps, mais ça fait partie des accords gouvernementaux. C'est pour ça que vous avez vu notre ministre des Affaires étrangères les négocier. Ça sont des accords négociés par les gouvernements. Et les accords qui sont négociés par le gouvernement, l'article 213 est clair, ils sont non soumis à ratification. Là, il y a le Tondo là, et l'autre, comment on l'appelle, l'ancien ministre des Affaires étrangères également, Cheikh Kitundu, je crois qu'on fait une mauvaise lecture qui a conduit à l'erreur monumentale où aujourd'hui, on dit que les accords de Washington doivent être soumis à ratification. L'article 213 dit que ce sont les accords gouvernementaux et les accords gouvernementaux ne sont pas soumis à ratification. Maintenant, s'il faut changer la Constitution, à ce moment-là, il faut définir la nature juridique des accords de Washington. Si ces accords de Washington constituent une nature juridique appelée traité ou accord négocié par le président de la République, à ce moment-là, pour qu'ils entrent dans l'ordonnancement juridique congolais, évidemment, ça entraîne la révision de la Constitution pour qu'ils deviennent comme une loi applicable. Mais si ça reste des accords gouvernementaux, l'article 213 dit que ce sont des accords non soumis à ratification. Donc, je n'ai pas tout l'arsenal des accords, je n'ai pas été invité, je n'ai pas été consulté là-dessus. Je vous dis ce que la science dit. Maintenant, si ce que je vous dis scientifiquement est contraire à ce que les états-majors des partis politiques disent, vous comprenez que je suis plus ami de la vérité du peuple qu'ami des états-majors des partis politiques. Oui, légalement parlant, est-ce qu'un accord entre États peut imposer le changement d'une république? Mais je vous ai bien répondu, ce n'est pas l'accord qui entre. Pour changer une république, on n'a pas besoin de deux États parce que les changements dans une république relèvent de la souveraineté et cela n'est pas négociable entre différents États. Donc, donc la réponse est non. Donc, le changement d'une constitution relève de la volonté du peuple et non pas des accords entre parties. Mais maintenant, l'erreur, à mon avis, qui puisse expliquer la confusion, c'est qu'on puisse confondre l'accord de Washington comme étant un traité et que pour que le traité entre en vigueur, à ce moment-là, cela appelle révision de la Constitution. Et tout ce que vous me dites, moi je vous ai dit que je peux vous démontrer de l'article 1er jusqu'à l'article 229, tous les articles qui sont dans la Constitution de 2006 sont mal écrits parce qu'en contradiction, ils ont manqué sur le plan de forme, ils ont manqué ce qu'on appelle la légistique. C'est ce qui entraîne un peu de confusion. En même temps, nous pensons que, après je ne cherche pas de poste, parce que les gens vont dire ça, nous pensons que les castings présidentiels, on doit, quand il y a des matières aussi pointues et qui exigent une expertise voulue au plan des sciences, qui demandent la combinaison, à ce moment-là, il faut que nous ayons des experts qui comprennent ces choses-là. Si vous nous amenez des gens parce qu'ils ont un parti politique, ou bien parce qu'ils sont des anciens ministres, comme les deux que j'ai cités, qui se méprennent sur une compréhension, en ce moment-là, je vous dis, je m'en écarte et je vous donne... Il y a une opinion répandue. Je ne sais pas si M. Jean-Pierre est là, mais... Oui. Alors, peut-être ma dernière question. Ma dernière question avant de vous laisser la parole, parce qu'on est en train de terminer. La régie me dit qu'on a pris beaucoup de temps, on est en train de chuter. Alors, Maître Oscar, il y a une opinion qui est répandue sur l'interprétation de l'article 217. Ceci est vu particulièrement auprès des pasteurs. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui dans leurs églises prennent l'exemple de l'article 217, disant que l'article 217 autorise à l'État de céder une partie du territoire en cas de conflit avec un voisin. Alors, puisque ce sont des hommes des dieux, des leaders d'opinion, la question est celle-ci. Pour tous ces civils qui nous suivent, est-ce une bonne interprétation de l'article 217? Bon, écoutez, c'est ça le malheur de notre pays.
Quand j'ai commencé à critiquer l'article 217, nous étions en 2009 et nous parlions des balkanisations de notre pays avec votre collègue Freddy Moulumba. Et là, j'étais en train de démontrer que l'article 217 était l'article le plus dangereux de notre Constitution. Ah bon? Maintenant, le pasteur, s'ils ont raison ou pas, je réponds en disant oui. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont-ils capables d'expliquer cela scientifiquement? Cela pose problème dans leur explication ou dans leur démarche. Et ils prennent donc, ce qu'on doit comprendre, Maître Oscar, pardon, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'article 217 permet qu'on puisse céder une partie du territoire à un État voisin. C'est cela? Vous posez des questions de manière mécanique. Dit comme ça, je risque d'être mal compris. Voilà, l'article 217, certains vont vous dire, et essentiellement, mon aîné et éminent professeur Mampouya va vous dire que cet article relève de notre volonté de la grandeur de nous associer avec les autres. Compris de cette manière-là, il a raison, parce que l'article 217 se retrouve dans les traités et accords internationaux. Bon, où on peut arriver à faire des accords pour pas céder, c'est toute la difficulté. Quand je vous dis que c'est une constitution mal écrite, ici, ce n'est pas question de cession, parce qu'on ne peut pas céder. C'est question de transfert de compétences, ce qui n'a rien à voir avec la cession. Maintenant, la mauvaise écriture de notre constitution sur l'article 217 ramène des risques. C'est pour ça qu'on parle des risques d'une constitution conflictogène et qui présente beaucoup de risques. Pour comprendre la position des pasteurs, il faut vous ramener à l'article 9. Et dans la Constitution, il n'y a que 2 endroits où on parle de souveraineté. À l'article 9, on est sorti de notre tradition constitutionnelle, et c'est pour ça que nous demandons qu'on y revienne, où, avec la loi Bakajika, on disait que l'État est propriétaire du sol et du sous-sol. À l'article 9, les Rwandais, je dis bien les Rwandais en faisant exprès, mais je crois que c'est leur esprit. Quand on dit que cette constitution n'est pas nôtre, et on commence à vous dire tel était là, il a écrit non, on peut prendre Jean-Pierre Kayembe, lui mettre les mots des rebelles dans la bouche, ce n'est pas Kayembe qui parle, c'est les rebelles qui parlent, ce n'est qu'un exemple. Donc c'était pour dire que même si ce sont nos compatriotes qui ont rédigé la constitution, mais en mettant l'esprit rwandais de balkaniser notre pays à l'article 9, où il est dit ceci, à la place de dire que l'État est propriétaire du sol et du sous-sol, et disent l'État assure la souveraineté. Or, la souveraineté peut se perdre. Comme par exemple, maintenant, aujourd'hui, nous avons perdu notre souveraineté sur Goma. Mais nous n'avons pas perdu notre propriété sur Goma. Nous restons propriétaires. Même si on peut nous chasser tous du Congo et que nous venons en exil, nous serons toujours propriétaires du sol. C'est pour ça qu'avec ces 63, nos enfants se réveilleront comme les Juifs. Ils diront « rentrons chez nous pour récupérer les terres de nos ancêtres ». C'est pour ça qu'on doit dire « propriétaire du sol » et non pas « nous assurons la souveraineté ». Alors, on est déjà maintenant à l'article 217, j'en ai fini s'il te plaît, c'est très important. Vous me posez une question très complexe dans peu de temps. Alors, à partir de l'article 217, on dit que l'État peut céder la souveraineté. En sciences et en droit, je mets mon aîné Mampouya, je le cite nommément, au défi de venir nous dire et nous répondre à la question est-ce qu'une souveraineté peut se céder? On ne cède pas une souveraineté. Il y a une notion qu'on appelle la souveraineté permanente. C'est ce que je venais de vous expliquer plus loin quand De Gaulle s'est retrouvé à Londres pour rappeler la réoccupation de la France. On n'a pas dit que la France, puisqu'elle avait perdu la souveraineté, c'était devenu un territoire allemand. Donc vous pouvez même ne pas être là, vous ne perdez pas. Alors quand vous dites céder la souveraineté, non. Il s'agit là des transferts de compétences et j'entends des gens dire qu'on peut aller chercher le visa pour la France à l'ambassade d'Allemagne. Ça, on a transféré la compétence. On a délégué, l'État congolais dit, comme moi, techniquement, je n'ai peut-être pas tous les outils pour assurer la sécurité de visa, je délègue ça à un autre État qui les délivre.
Ça, c'est les transferts de compétences. Mais on ne peut pas céder la souveraineté. Alors, maintenant, quand vous prenez l'article 217, qui dit on peut céder la souveraineté, il y a déjà un problème. Et quand vous descendez, l'article qui parle de cession des territoires, ce n'est pas 217, c'est l'article 213 qui dit que l'on peut céder sous condition de référendum les territoires. Mais si vous avez un président fou, comme celui, bon, j'allais dire comme celui qu'on avait dans le passé, avec les Tchibanda, qui sont allés signer les accords de cession de nos territoires. Mais il va dire quoi? Il va dire, j'essaie de Goma Bukavu au Rwanda pour qu'on ait la paix. Si tu sais qu'il n'était pas fort, et s'il voulait garder le pouvoir, il allait tomber dans ça, il allait dire, bon, pour que j'ai la paix, qu'on me laisse mon pouvoir, comme Kabila le faisait, je vais céder Bukavu et Goma. Et à partir de là, il dit, j'appelle au référendum pour, oui ou non, on peut céder le pouvoir. Ça, c'est une question que l'on peut se mettre au peuple pour dire, oui ou non, voulez-vous céder votre territoire. Voilà un peu, en deux mots, c'est dire que là, la confusion est, on parle de cession de souveraineté. Et je réponds, Monsieur la Jean-Pierre, souveraineté ne se cède pas. peut-être une dernière intervention de M. Jean-Pierre. Dernière intervention pour qu'on puisse finir. Vous pouvez y aller. Maître, ce que vous pensez de au sujet de la ville morte décrétée par l'opposition, le cas d'une nouvelle constitution, quelles seraient les innovations qu'elle contiendrait? Deux petites questions, je crois que c'est bon pour vous. Mais les innovations, je vous ai indiqué déjà une nouvelle constitution dans la 4e République. On n'aura plus de traces de tout ce qui est la continuité de l'AFDEL. L'AFDEL continue aujourd'hui sous les différentes figures. OK? Et donc, on va se débarrasser de l'ordre politique de l'AFDEL. On va reprendre notre souveraineté et l'on fera de sorte que nos ministres et ceux qui se disent c'est nous ne soient pas décidés à Kigali. Alors, quand je vous prends pour exemple, vous avez des articles comme celui que vous venez de citer, 217, où on nous dit qu'on peut soumettre au référendum la question de oui ou non, êtes-vous d'accord de céder les territoires. Même quand votre papa a laissé le testament, vous êtes fils aîné, vous n'allez pas se demander en conseil de famille, alors que papa avait dit ne vendez jamais la maison, vous allez réunir le conseil de famille en disant oui ou non, êtes-vous d'accord? Maintenant, on a fait un convoi de notre maison. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est déjà des questions stupides. Un peuple grand comme le nôtre, 60 ans après, on nous dit dans notre conscience qu'un président fou peut se réveiller un jour et venir nous poser la question d'un référendum en disant êtes-vous d'accord de vendre de céder pour la paix, votre terrain ou pas? Est-ce que c'est possible? Un territoire ne se cède pas. Voilà. Donc, quelles sont les innovations? C'est déjà pour finir avec vous, c'est déjà corriger la texture, la manière dont la Constitution est écrite. Et il y a le professeur Mukadiboni qui disait que c'était un chiffon. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu Covid, quand vous prenez l'article 119 sur dans quel cas les congrès peuvent se réunir, et on dit en cas de l'état d'urgence. Et vous avez suivi Tamou faire cette sortie-là. Ça, c'est une mauvaise écriture. Donc, notre constitution est mal rédigée. Quand vous prenez l'article 1er, j'en ai fini, on dit, non, l'article 5, on dit le peuple exerce le pouvoir soit par voie de exercice direct, soit par voie de référendum, soit par voie d'élection. Non, l'exercice du pouvoir par voie d'élection n'est pas un exercice direct, c'est un exercice indirect. Donc, comment aujourd'hui, nous avons des juristes chevronnés et nous pouvons présenter une constitution aussi mal rédigée. Quand vous prenez un sociologue ou un anthropologue, un politologue, je le cite, Bob Kabamba, qui va vous dire qu'on a voulu l'équilibre de pouvoir pour dire qu'un ordre judiciaire chapeauté par la Cour de cassation, un ordre administratif chapeauté par le Conseil d'État, et au-dessus, on a mis la Cour constitutionnelle. Mais ça, c'est une injure et c'est une aberration. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants
être intoxiqués par des discours comme ça. La Cour constitutionnelle ne chapeaute pas le Conseil d'État. La Cour constitutionnelle ne chapeaute pas la Cour de cassation. Ce sont des deux ordres autonomes indépendants. Là, c'est par rapport à la lecture, mais pour se faire simple, quelles sont les innovations? Moi, je pense que dans la 4e République, il y a lieu que les gouverneurs des régions ne soient plus élus pour éviter la corruption. Je pense que les multipartismes tels que nous l'avons dans la Constitution ici ne doit pas être un multipartisme intégral à l'aveugle qui fait que tout le monde soit politicien. Non, il y a lieu de prendre un multipartisme rationnel et maîtrisé. Comme ça, on a moins de partis politiques et on a moins de la vie politicienne qui entraîne des conflits avec les milliards qu'on dépense dans les élections. Donc, et quand vous prenez maintenant le multipartisme, est considéré comme une matière que l'on ne peut pas réviser à l'article 220. Et donc, il n'y a pas possibilité de changer cette situation-là. Et pour la changer, il n'y a pas lieu à révision, il y a lieu à changement de la Constitution. Et en finissant par vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a vers un État fédéral. Mais si nous allons vers un État fédéral, alors, comment vous allez faire? Vous êtes obligé de changer la forme de l'État et donc vous êtes obligé d'engager les réformes constitutionnelles. Heureusement que Tshisekedi est issu de l'UDPS et que l'UDPS ne s'était pas caché de dire qu'au pouvoir, on changera la Constitution. Il est en train de pouvoir respecter la promesse électorale de son parti politique. Et quand on est élu président, on doit faire un effort de respecter les promesses ou les engagements pris par son parti politique. J'ai dit. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. On est à 1h10. Donc, les standards d'émission, on a dépassé les standards, mais je crois que l'essentiel a été dit. Je vais remercier Tosca. Ça fait longtemps, mais ça fait du bien que vous retrouviez vos téléspectateurs qui vous réclamaient tant. Merci. Merci de votre temps. C'est une question qui me pousse à toujours rester dans mon devoir de réserve, tant comme avocat que comme un bon citoyen. Merci beaucoup également à M. Jean-Pierre KMB qui a disponibilisé de son temps également pour ce live. Ça a été un plaisir de retrouver notre public. Et Maître Oscar, on espère bien qu'il reviendra au pays rapidement, assister au débat parce que il est intense, c'est bon. Je ne suis pas frustré et je ne suis pas en exil. À quand votre retour? On espère bien que vous reviendrez. On espère que vous reviendrez d'ici tôt. J'aime mon pays et j'aime chez moi. Je reviendrai non pas par Goma, mais par Kinshasa. Voilà, ça est fini complètement de cette émission. Fleuve mais importante. Merci énormément de votre temps également, de nous avoir suivis. On se dira à la prochaine. À très vite. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.